Alors, parlons des pouvoirs de l'IA maintenant. Le chercheur en informatique Vincent Barra et le philosophe Charles Baudon répondent aux questions d'élèves des lycées Pierre-Joël Bonté et Jeanne d'Arc. On commence avec le lycée Jeanne d'Arc qui se pose une question sur le test de Turing. Clément, nous t'écoutons. Oui, on s'est demandé du coup avec mes camarades, est-ce que ce serait possible de faire un test de Turing du coup entre deux machines? Alors, Vincent Barra sur cette question. Oui, alors déjà peut-être rappeler ce qu'est un test de Turing. Un test de Turing, c'est un test qui permet de voir si une personne, enfin, une entité qu'on a euh, près de soi mais qu'on ne voit pas est indiscernable d'un humain ou pas. Voilà, donc le test vient du mathématicien Alan Turing. Donc là, la question se pose, est-ce qu'une machine est capable d'interroger une autre machine, enfin une autre entité, sans la voir et ne pas être capable de décider s'il s'agit d'un humain ou d'une machine? Alors, le test de Turing, je dirais qu'il a été mis en exergue pendant de nombreuses années pour montrer justement l'indécidabilité de savoir si on avait ou pas un humain ou une machine devant soi. En fait, ce test de Turing, il est très facile de le mettre en défaut. Et il y a déjà eu des expériences où on a fait dialoguer deux intelligences artificielles dans un dialogue qui était supposé justement démontrer que le test de Turing pouvait être effectué entre ces deux machines. Donc l'expérience a déjà été faite. Ce qu'il faut en retenir surtout, c'est que le test de Turing, c'est pas un test à 100% fiable et qui peut être très facilement mis en défaut. Charles Baudouin, vous souhaitez compléter cette réponse de Vincent Barra? Oui, absolument. Le test de Turing aujourd'hui est de moins en moins pertinent parce que tout ce qu'il faut faire, c'est arriver à prouver qu'on est humain ou à tromper sur l'identité de sa propre identité, si on est humain ou une machine. Et finalement, ce qu'il suffit de faire, par exemple, ce serait de donner ou poser une question complètement absurde et voir la réaction de son interlocuteur. Si l'interlocuteur réagit de manière à peu près cohérente et pointe l'absurdité de la question, bon, ben, on en déduit que c'est un humain. Une machine, le temps qu'elle comprenne la question ou si elle répond complètement à côté, vu que pour elle c'est très difficile de comprendre le second degré ou l'ironie, etc., ça sera assez facile de la détecter. Mais pour répondre aussi à la question et donner un exemple qui a été fait en 2016, il y a un article qui est sorti du projet de recherche Google Brain, organisé par Google, qui visait à faire justement dialoguer deux réseaux de neurones, plus exactement trois réseaux de neurones, pour faire de la cryptographie. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau de neurones A qui devait envoyer des données à un réseau de neurones B, et les deux devaient échanger en codant les données, donc en essayant de les dissimuler avec un chiffrement, un code particulier, pour que le réseau de neurones C n'arrive pas à le lire. Et évidemment, le but du numéro C, enfin du code du réseau de neurones C, pardon, était d'arriver à le déchiffrer. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le réseau de neurones C n'y parvenait plus, mais même les chercheurs qui avaient construit les réseaux de neurones n'arrivaient plus à trouver la clé non plus. Alors un des dangers qui s'est passé avec ça, c'est que lorsque l'article est sorti, des journalistes ont titré « Ça y est, l'intelligence artificielle a créé un nouveau langage que même les ingénieurs et même les humains n'arrivent pas à interpréter ». Or, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas ces neurones-là. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était créer un code. Et ce qui était vraiment remarquable, pour le coup, d'un point de vue scientifique, c'est que sans aucune intervention humaine, ils ont trouvé eux-mêmes des méthodologies de chiffrement et de codification. Donc, avec l'intelligence artificielle, avec le test de Turing, ce qu'on peut dire, c'est que le test de Turing permet d'avoir des modèles pour interroger, entraîner l'IA, mais il faut faire très attention surtout à ce qu'on en dit après ça. C'est pas parce que le réseau de neurones va être capable ou parce qu'une quelconque autre IA, parce que c'est pas tout à fait, c'est pas toutes les IA, hein, les réseaux de neurones d'ailleurs, arrive à avoir un résultat non supervisé ou sans intervention humaine, que ça veut dire que ça y est, la machine est complètement libre, que ça y est, elle a créé quelque chose que les humains n'arrivent pas à suivre et qu'elle s'est éveillée à la conscience. Eh bien, au lycée Pierre-Joël Bonté, les élèves se posent encore bien d'autres questions sur les potentialités de l'IA et c'est Enoal qui prend la parole. Nous t'écoutons. Donc bonjour, je suis Enoal du lycée Pierre-Joël Bonté
Et premièrement, j'aurais une double question. Donc, ces questions, ça serait comment fonctionne un réseau de neurones? Et justement, est-ce qu'il y aurait une autre technique que ces réseaux de neurones-là? Alors, deux questions très techniques, peut-être pour Vincent Barra. Alors, vous avez 2 heures? Non. Bon, alors très rapidement, un réseau de neurones, on a essayé de reproduire la manière dont pouvait fonctionner de manière très grossière un cerveau humain. Alors l'idée très grossière, c'est de se dire qu'on a plein de petites cellules qui font des calculs et qui sont connectées entre elles. Et puis ces connexions, en fait, mémorisent de l'information. Deux cellules qui ont l'habitude d'être connectées ensemble pour réaliser une tâche, on va renforcer leur connexion. Et deux cellules qui ne travaillent jamais ensemble quand il s'agit de faire une tâche donnée, on va supprimer ou on va affaiblir la connexion qui existe entre ces deux cellules. Et ce renforcement ou cet affaiblissement des connexions, elle se fait par un processus d'apprentissage, c'est-à-dire que pour une tâche donnée, par exemple reconnaître des chats et des chiens dans des images, eh bien on va présenter un certain nombre d'images de chats et d'images de chiens en spécifiant que c'est un chat ou c'est un chien. Et on va demander au réseau de neurones, par des calculs, de mettre à jour la force des connexions entre les différentes cellules, suivant la tâche qu'on lui demande, c'est-à-dire reconnaître un chat, reconnaître un chien. Et quand il aura vu des dizaines de milliers d'images de chats et de chiens, eh bien les neurones ou les petites cellules qui sont utiles et dont les connexions sont utiles pour apprendre effectivement ce qu'est un chat et un chien auront des connexions très fortes, et ceux qui sont inutiles auront des connexions très faibles. Et après, on considérera que le réseau de neurones est entraîné, on lui présentera une image, et puis il lui suffira d'utiliser les poids ou les forces de connexion qu'il a appris pendant le processus d'entraînement pour, par un simple calcul, répondre de quel animal il s'agit. D'accord. Alors, Enoal, tu avais, je crois, d'autres questions. Oui, donc j'aurais une deuxième question. Donc, ça serait comment un algorithme peut-il classer et ordonner des données sans connaissance ni indication? Alors, à nouveau, peut-être Vincent Barra sur ces questions à nouveau techniques. Alors, quand on parle d'apprentissage, on peut catégoriser les méthodes de plusieurs manières. Et une des manières, c'est de dire est-ce que j'ai des données au départ pour apprendre à un algorithme à fonctionner ou pas. Si j'ai des données, on rentre dans le cadre de l'apprentissage qu'on appelle supervisé, comme les réseaux de neurones. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut plein d'exemples de chats et de chiens pour savoir ce qu'est un chat ou un chien. Et parfois, ces données, elles ne sont pas disponibles. Donc, on rentre dans un cadre qu'on appelle un cadre d'apprentissage non supervisé. Alors, c'est dans ce cadre-là que tu poses ta question. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est mesurer des ressemblances ou des dissemblances entre des individus. On va dire ces individus-là, de la manière dont je mesure la taille, le poids, l'âge, les notes en maths, les notes en français, et puis la ville de naissance, pour prendre quelques exemples, si je mesure ça sur un humain. Et puis on a 200 humains qu'on mesure avec ces paramètres, eh bien on va essayer de les regrouper avec des mesures de ressemblance en des groupes qui sont homogènes. Et là, on va dire, bah, cet individu-là ressemble à cet individu-là. On obtiendra des grandes classes d'objets et a posteriori, on mettra de la sémantique sur ces grandes classes d'objets. On dira, bah, ce groupe-là, composé de ces 58 individus qui se ressemblent, eh bien, c'est les gens qui sont nuls en maths, qui habitent à Paris et qui ont les cheveux longs. Donc là, on calcule des ressemblances ou des dissemblances de manière automatique entre les objets. Alors enfin, Enoal, tu avais une dernière question à laquelle à la fois Vincent Barra et Charles Baudon pourront répondre sans doute. Elle a des accents philosophiques. Oui, donc ma dernière question, ça serait, existe-t-il des limites au développement justement de l'intelligence artificielle? Alors nous poursuivons d'abord avec Vincent Barra. Alors, des limites, oui, il y en a. Elles sont de plusieurs ordres. On va avoir des limites technologiques, on va avoir des limites théoriques, et puis on va avoir des limites, je dirais, alors là je laisserai Charles répondre, éthiques, philosophiques.
Des limites technologiques, on va être limité par la capacité de calcul, la capacité de stockage et puis la mise à disponibilité de grandes masses de données quand il s'agit de faire de l'apprentissage supervisé. Des limites théoriques parce que, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas faire, que l'on ne sait pas prouver. Donc, d'un point de vue, je dirais, méthodologique, informatique, mathématique et données, oui, et des limites, il en existe beaucoup. Charles Baudon, sur cette question des limites. Oui, peut-être pour faire la liaison, c'est en partant des limites théoriques que je peux commencer à répondre. Turing, dès ses premiers travaux, il prouvait qu'il n'y avait pas d'algorithme qui pouvait répondre à toutes les questions mathématiques qu'on se posait. Il y avait déjà des problèmes de décision qui avaient été montrés d'un point de vue mathématique. Et ces problèmes perdurent aujourd'hui dans des grands problèmes que parfois on appelle les problèmes du siècle. Si vous arrivez à les résoudre, vous gagnez, je crois, $1 million. Donc je vous encourage à essayer de faire avancer la science. Mais aussi, d'un point de vue philosophique, on l'a déjà évoqué avec la question de la conscience. Avoir une conscience, si on n'arrive pas tout à fait à définir ce que c'est, spontanément, nous savons pourtant tous ce que c'est. Nous le vivons tous, nous avons une sensibilité particulière au monde qui nous entoure, nous avons une compréhension particulière, une interprétation des choses, parfois même nous faisons des rapprochements entre des idées qui n'ont a priori pas de lien immédiat entre elles, on fait des raisonnements par analogie. Bien, tout ça, la machine n'y a pas accès, parce qu'elle n'est pas située dans le monde. Elle n'a pas de corps, en fait. Ça, c'est un élément qui est fondamental et auquel les sciences cognitives réfléchissent beaucoup. C'est comment est-ce qu'on pourrait intégrer la machine de manière à ce qu'elle ait une espèce de conscience corporelle, en tout cas, une espèce de schéma corporel, c'est-à-dire une approximation de sensibilité qui simulerait le fait d'avoir un corps. Nous recevons énormément d'informations et nous percevons énormément de connaissances grâce au corps. Nous ne sommes pas juste un esprit, en fait. Au début des années 50, le cognitivisme, les sciences cognitives voyaient vraiment l'intelligence comme juste une espèce de grosse tête comme ça, posée sur un tronc, et c'était tout. Et le reste, le corps, c'était ni plus ni moins qu'une machine qui ne réfléchissait pas. Aujourd'hui, on se rend bien compte que non, pas du tout. Le corps réfléchit à sa façon. Et ça, par exemple, c'est une grande limite pour l'intelligence artificielle. On peut imaginer la mettre dans un robot. Et est-ce que ça veut dire qu'il aura une sensibilité? Ça, c'est une véritable limite, un vrai enjeu pour l'intelligence artificielle et du coup de son propre rapport au monde. Car si elle veut apprendre, et si véritablement on veut créer une machine un jour qui soit capable éventuellement d'avoir conscience d'elle-même, même si on ne sait pas très bien de quoi on parle lorsque l'on dit ça, il faudra bien trouver le moyen de l'incarner. Et ça, c'est un grand enjeu, encore une fois, pour la science. Vincent Barra, vous souhaitez réagir sur cette idée d'incarnation? Vous pensez que ce sera possible un jour? Alors, il y a des gens qui développent des robots avec des capteurs sensoriels qui sont capables d'appréhender leur environnement de différentes manières et qui sont capables d'envoyer des signaux très simples à des algorithmes pour leur permettre de comprendre leur environnement. On est très très loin, et quand je dis très très loin, c'est très 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 loin, de l'incarnation et de l'utilisation de nos sens tel qu'un humain peut le faire. On est vraiment sur des choses très basiques et on n'est pas sur une interprétation, je dirais, logique des sens que l'on éprouve. On a tous un affect et on a tous un vécu et on a tous des ressentis. Et tous ces biais, alors biais pas dans le sens négatif du terme, mais tous ces biais font qu'on va réagir différemment sur un même stimulus, suivant la personne. Donc ça, on en est très très loin, mais voilà. On est dans la science-fiction, voire au-delà. Fort heureusement peut-être d'ailleurs.